Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Parlons Justice. Vous étiez très nombreux à nous appeler pour la dernière fois. Nous vous disons merci. Nous sommes donc partis pour ce nouveau numéro avec cette émission qui sera consacrée essentiellement autour des différentes situations tragiques que traversent les pays. Vous le savez, les enlèvements, les kidnappings, comme peut-on dire, mais aussi cette disparition tragique de Chéribé Okende, porte-parole de l'Assemblée pour le changement, mais aussi député national en fonction. Il a été retrouvé, criblé des balles. Nous allons en parler au cours de cette émission. À qui profitent les crimes? C'est justement la question que nous allons nous interroger au cours de cette émission. Parlons justice, mesdames et messieurs. Vous suivez ce programme CCTV Ralik officiel. Votre chaîne YouTube, c'est CCTV, le canal Congo Télévision, mais aussi si la Radio Liberté Kinshasa, 96.8 MHz. Alors, nous allons nous recevoir sur ce plateau qui fait office justement du studio de la Radio Liberté Kinshasa parce que l'émission passe en direct et c'est la 96.8 FM. Maître Cédric Kabea, avec lui, il est l'habitude de cette émission. Nous allons discuter de ces sujets, cette thématique. Maître Cédric, merci d'être venu. Merci beaucoup, je vous salue, merci pour l'invitation, je salue les auditeurs et téléspectateurs et nous sommes à votre disposition. Bien entendu, nous allons frôler rapidement la santé de la démocratie congolaise, l'état des droits en RDC. À quel niveau peut-on évaluer la matérialisation de la promesse faite par les chefs de l'État aujourd'hui? Effectivement, nous pouvons, s'il faut analyser cette matérialisation, comme l'a dit lui-même le chef de l'État, nul ne peut faire l'analyse plus que lui-même qui est les magistrats suprêmes. Lorsqu'il a fait son analyse, il a parlé de l'appareil judiciaire qui met en mal au fait l'avancée au fait de la démocratie. Cela est un élément qui démontre que, certes, il y a eu une lueur d'espoir, il y a eu tout ce que le chef de l'État a voulu mettre en place. Comme lui-même l'a dit, ce n'est pas tout l'appareil, c'est juste un noyau des magistrats véreux qui continuent à perpétuer en fait l'ancien système et les anciennes habitudes. Et je pense à mon humble avis, que des réformes conséquentes doivent être mises en place pour pouvoir pallier à cette question. Mais là, est-ce qu'il y en avait des puissances de la part du chef de l'État lorsqu'il estime que il n'a pas pu jusque-là réussir à apporter un changement dans ces secteurs de la justice censé élever la nation congolaise? Je veux vous dire sur le plan technique, ce n'est pas un aveu d'impuissance, c'est au fait la Constitution qui nous a mis dans cette condition, ou dans ces conditions-ci. Le problème, il est textuel. C'est comme cela que je dis des réformes doivent être faites. Mais quelqu'un a dit qu'on a des beaux textes qu'on applique peut-être pas. S'il vous plaît. Oui, nous avons des beaux textes. Mais les textes que nous avons, dans la pratique, ils nous mènent à quoi? C'est ça la réflexion que nous devrions faire. Je vais vous donner l'exemple, mon frère. Pas plus loin qu'en France, une vieille démocratie. Les parquets n'est pas indépendant. Les parquets dépendent de l'État. Et les présidents... Ça ne va pas s'assimiler à une sorte d'inféodation. Mais en France, ça se fait. Une vieille démocratie. Quel est le mal de copier une vieille démocratie si jusqu'à présent chez eux, ça n'a jamais posé de problème? Je vais vous faire réfléchir, mon frère. Dites-moi aujourd'hui, qui répond des abus des magistrats? Qui? L'irresponsabilité du ministère public. Le magistrat est censé être irresponsable de ces abus. Qui répond des abus de tout ce qu'il y a dans l'appareil judiciaire? Naturellement, il y a des sanctions, il y a des sanctions et des mesures disciplinaires. Non, on dit la justice est indépendante, n'est-ce pas? Elle est indépendante, elle est distincte du pouvoir exécutif. Le ministre de la Justice n'a rien à voir, n'a rien à dire à un magistrat
aux juges. Ils sont totalement indépendants. Il ne se contacte que de l'administration. De l'administration. Maintenant, dites-nous, qui répond? Et je veux même aller loin. Aujourd'hui, lorsque les pouvoirs judiciaires parlent des immunités des autres, on parle que des immunités des membres du gouvernement ou des députés. Mais qui parle des immunités qu'a les magistrats? Parce que pour votre information, les magistrats de la haute cour, tout celui qui est membre du Conseil supérieur de la magistrature, pour être jugé, c'est son bureau qui doit décider. Mais c'est de la même manière avec l'Assemblée nationale. Ce sont des choses qu'il faut revoir. De la même manière qu'on crie à l'impunité au niveau de... Il y a une sorte de limite aussi avec cette affaire Matata Pogno, on en a parlé. Il y a quand même certains vides qu'on doit remplir. Vous voyez que Matata Pogno a refusé par l'entremise de son conseil. Peut-être vous l'avez suivi. Le professeur Nyabirungu, il a relevé que Matata Pogno était... ne pouvait pas répondre à cet acte jugé irrégulier. Le problème Matata Pogno, il est autre... il est différent. Ça va dans la même optique où il faudrait apporter des réformes peut-être. Non, je suis en train de... La question Matata Pogno, c'est un vide juridique qu'il faille vraiment y réfléchir et trouver une solution. Alors, puisque vous en parlez, j'aimerais en profiter pour vous poser la question, peut-être que je ne l'ai pas annoncé. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la démarche qu'entame le procureur général près la Cour constitutionnelle serait irrégulière, autrement? Parce que vous l'avez dit, c'est un... Permettez-moi de ne pas me prononcer sur une affaire parce que j'ai lu les réquisitoires du ministère public qui a déjà fixé devant la Cour. Mais vous avez suivi le professeur Nyabirungu. Donc je ne saurais pas débattre d'une question pendante devant les instances judiciaires. Non, mais un point de vue technique, comme l'a fait le professeur Nyabirungu comme conseil, bien entendu. Un point de vue technique, c'est que la question de la responsabilité pénale du Premier ministre et du président de la République par rapport à notre Constitution doit être revue. Et c'est ça mon avis, parce que ces flous-là doivent quitter. Il faut qu'on ait des textes clairs. Parce que déjà l'arrêt a été rendu, qui a déclaré que le Matapo ne pouvait pas être jugé devant la dette cour, et qu'aujourd'hui, ce que vous réservez, on considère que tacitement ou indirectement, vous estimez que la démarche entamée par le procureur général pour la Cour constitutionnelle n'est pas correcte autrement. Je sais que vous voulez arracher de moi cet aveu, mais malheureusement, je veux vous dire, mon frère, que à mon humble avis, il est question de pouvoir revoir cette question et de la rendre claire et limpide, parce que, vous savez, en droit pénal, on dit les doutes profitent à l'accusé. Cela veut dire que le droit pénal n'est pas un droit qui accepte l'analogie. Vous comprenez, c'est un droit strict et d'interprétation stricte. Ce qui veut dire que là où il y a A, il faut que ça soit A. Lorsque le A est confondu avec les zéros, mon frère, clairement, les juges pénals ne peuvent pas se prononcer. Et c'est ça, à mon avis, ça profite à l'accusé. Je pense que c'est mon avis. Alors, nous allons aborder la question rapidement. Vous avez suivi les sentences tant entendues. On en parle un peu partout, Kaba Kaba. Tout le monde en a parlé. On en a parlé un peu de façon vulgaire, oui, mais bien sûr, nous devons en parler de façon technique. Vous avez suivi les différentes décisions. On m'a aidé à illustrer les photos des gens qui ont comparé. Vous l'avez vu défiler devant le tribunal de la grande instance de Kinshasa-Gombe, qui a rendu ses verdicts. Maître Cédric Kabea, au regard des faits tels que présentés. D'abord, de façon globale, la responsabilité de l'État, parce que vous n'avez pas d'État de droit, ça va également de la responsabilité de l'État congolais de sécuriser la population, les populations et leurs biens. Aujourd'hui, visiblement, l'État n'assume pas sa responsabilité. Avec tout ce que nous déplorons, est-ce que je peux me réveiller un bon matin? Je vous pose cette question un peu comme technicien de droit. Je dis, parce que je suis victime de kidnapping, je vais traduire l'État congolais en justice pour que je sois réparé en termes de ce que je subis comme préjudice. Bon, je veux d'abord commencer par
essayer un peu de circonscrire... Ces situations de kidnapping. De circonscrire le fait et essayer un peu d'enlever certains équivoques que j'ai entendu parler dans cette histoire. Sur le plan de droit, bien entendu. Je commence d'abord sur la question de la responsabilité de l'État. L'État a la responsabilité de nous garantir à tous la sécurité. Cela veut dire que si la population commence à être victime à tout moment des bavures, des malfrats, l'État devient démissionnaire. L'État est défaillant. Ça, on doit se mettre d'accord. L'État est défaillant. Et un autre aspect que je voulais encore relever, c'est que nous devrions faire un effort dans notre pays de manière à ce que l'État soit avant-gardiste, qu'il puisse travailler en amont et non pas en aval. Parce que vous allez constater que même cette histoire de kidnapping, c'est sur base des ras-le-bol que la police a commencé à mener des enquêtes. Après des multiples dénonciations qu'on constate un peu partout. Après tout ce qui s'est passé, je sais qu'il y a eu à un certain moment un débordement de langage. Même sur la publicité mauvaise qu'on voulait faire de la ville, il y avait exagération. Mais il faut le reconnaître que l'État congolais n'a pas anticipé les choses. Et ça, j'en interpelle les autorités, les ministres de l'Intérieur, la police, les services de renseignement doivent faire leur travail pour anticiper. Dès qu'il y a soupçon ou il y a de bruit qui court, ils doivent faire un effort pour pouvoir anticiper. Je viens maintenant sur la question du procès. Est-ce que je me suis dit, moi je peux me réveiller un matin, je dis je suis victime, ma mère a été victime, ma soeur a été victime, je vais l'aider quand même à revendiquer un peu comme ça s'est fait ailleurs. Je veux ester l'État congolais en justice pour que réparation soit faite. Effectivement, vous aviez raison, vous pouvez le faire, c'est votre droit, parce que en réparation, en dommages et intérêts, comme responsable, les civilement responsables de l'État congolais, en démontrant que il y a faille dans les chefs de service de l'État. Vous comprenez? Les services qui étaient censés protéger ont failli. Il faille maintenant démontrer les failles, apporter les preuves. Donc si vous manquez les preuves à apporter, ça posera problème. Mais si vous avez tous les éléments, les preuves qui démontrent que, voilà, il y a une faille dans le chef de service et que voilà, vous aviez subi des dommages et tout, vous pouviez intenter une action contre l'État congolais et obtenir réparation. On doit exécuter cette décision-là. Effectivement, je sais que vous irez à la dette publique, mais malheureusement... On va parler de cette question. Vous avez suivi les différentes décisions. Les peines ont été prononcées. La peine la plus forte se trouve être la peine de mort. La peine de mort, la peine capitale. Les problèmes, beaucoup se sont interrogés. J'aimerais quand même qu'on puisse y revenir. On a prononcé la peine de mort contre beaucoup d'entre eux. Il y a eu autres 2 ou 3 personnes qui n'ont pas été condamnées à cette peine-là. Le problème, comment le droit congolais organise-t-il le mode d'exécution aujourd'hui au stade où nous sommes de différentes peines liées notamment à la condamnation à la peine capitale, un peu comme vous l'avez dit. Parce qu'on connaît beaucoup qui ont été condamnés à cette peine, qui aujourd'hui continuent à être en vie. Qu'en est-il exactement? Bon, vous savez, c'est une vaste question. C'est une vaste question, la question de la peine de mort. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 tendances mondiales. Hein. Je me rappelle, je crois que c'était en 2e année de licence, j'ai fait un séminaire sur... le système carcéral par rapport à cette question de la prison à vie. Qui autrement est comme mieux. Parce que lorsque on fait aujourd'hui, si on suspendait ou on abolissait la peine de mort, on apprend que depuis 2004, on est sous moratoire. C'est ça que je suis en train de venir. Cette situation de système carcéral, cela veut dire que si on abolit la peine de mort, cela veut dire qu'on est obligé de préparer des lieux pour le nombre de personnes qui resteront éternellement
en prison jusqu'à leur Alors, mort. j'aimerais quand même vous relancer avant que vous puissiez évoluer, parce que généralement, quand le président de la République prend certaines mesures de grâce, il arrive où des fois où on commet cette peine, la peine de mort à la peine de perpétuité, ou les perpétuités à la peine de sortie de pénal à temps, à 20 ans maximum. Mais pour ça, peut-être, et c'est dans cette même optique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être, il faudrait trouver un endroit où placer ces gens qui ont été condamnés à la peine de mort, qui désormais seront peut-être bénéficiaires de cette mesure, pour qu'ils continuent à passer l'ensemble de leur vie. C'est pas ça la logique de la République démocratique du Congo. En fait, aujourd'hui, sur le plan de la loi, la République démocratique du Congo, il existe encore une peine. Textuellement, selon le code pénal congolais livre 2, la peine de mort existe parmi les peines. Cela veut dire que si un juge arrête une sentence contre un inculpé, contre un prévenu, de la peine de mort, il n'a pas commis une faute. Maintenant, le problème est beaucoup plus maintenant politique. Pourquoi j'ai dit politique? Parce que, conformément à l'évolution mondiale, à certains organismes mondiaux, ils tendent vers l'abolition. Donc, ils sont arrivés à l'abolition de la peine de mort, à pousser tous les États à abolir la peine de mort. Mais nous n'avons pas encore aboli la peine de mort. Mais il y a une nuance. Une nuance, c'est que nous avons adhéré aux institutions qui sont abolitionnistes de la peine de mort. Les ratifications des traités et accords. Voilà. Nous avons adhéré, entre autres, nous avons adhéré nous avons adhéré à la charte de la CPI, par exemple. Pour la CPI, tout pays membre de la CPI ne doit pas appliquer la peine de mort. Et il y a maintenant une notion de la conformité ou la supériorité. Moi, j'appelle pas ça la supériorité, mais la conformité de la... Moi, vous savez, le terme suprématie, moi, je le prends à l'extrême. Je n'ai jamais été d'accord sur cette question de suprématie. Non, il n'y a pas suprématie. Il y a juste harmonisation ou conformité entre les lois nationaux et les traités et accords. Avant que l'accord soit ratifié, il y a certainement une loi de conformité. Voilà. Donc on ne peut pas appeler une suprématie. Non, il n'y a pas de suprématie. Alors venons-en. Parce qu'il y a de ces traités et accords, encore il faut le dire, les traités et accords sont obligatoires lorsqu'on les ratifie. Si nous n'avons pas ratifié, comment on va parler de la suprématie? D'accord. Alors le problème, ces gens ont été condamnés. Ils sont en Makala aujourd'hui, ils entendent peut-être qu'un bon matin, le chef de l'État se réveille, ils vont dire, moi, de cette histoire-là, comme il a déclaré à Mbujimaï, violation des droits de l'homme et tout ça, je mets de côté. Je vais qu'on exécute ces gens pour finalement faire peur aux autres. Ils ont été condamnés. Comment d'abord vous l'avez jugé ces procès, l'ensemble de ces procès, avant qu'on puisse y revenir? J'ai suivi les procès, à mon humble avis, c'est un procès pédagogique. Mais donc on parlait d'un procès bâclé pourtant. Un procès pédagogique, c'est là que je voulais éclairer l'opinion. Vous savez, lorsque les législateurs ont institué la flagrance, il n'a pas institué la flagrance. La flagrance, le procès en flagrance, n'est même pas fin aux enquêtes par rapport au phénomène. Cela veut dire quoi? Il y a eu par exemple vol dans votre maison et en entrant dans la maison, vous avez trouvé les jeunes voleurs en pleine action en train de voler. Monsieur Bonheur, vous n'avez pas à aller chez les magistrats, commencer à faire beaucoup de procédures pour avoir la preuve que c'était le voleur. Parce que vous l'avez pris en flagrant délit. Ça, c'est un fait. Là, tout le monde est autorisé en cette matière de procéder à l'arrestation. On procède à l'arrestation, on défère directement devant le juge parce que nous avons les preuves qui sont encore chaudes. Mais, même si on condamne M. Bonheur, on peut continuer à mener des enquêtes pour savoir qui a poussé M. Bonheur ou qui est le complice de M. Bonheur.
Cela veut dire que... Alors, les auteurs intellectuels, voulez-vous dire? Effectivement. Mais en tant maître Cédric, il y a beaucoup, on en parlait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut réfléchir des fois pour dire, mais quand quelqu'un sollicite la parole en pleine audience, j'ai des choses à dire. Tout ça, je pense que c'était le vieil en costume. Je ne connais pas son nom. Peut-être que la réalisation va m'aider à les reconnaître encore. Me dit, mais on l'a étouffé. Quand on étouffe quelqu'un qui veut dire des choses, alors que c'est une audience flagrante, vous avez dit un procès flagrant où on pouvait imaginer qu'en séance tenante, le tribunal puisse sommer quelqu'un à comparaître qui peut-être était aussi dans la salle. Ça pouvait être aussi un ministre à cette place ou un général, parce qu'ils étaient là nombreux. Monsieur Bonheur, vous savez, dans la pratique d'avocat, il y a ce qu'on appelle les dilatoires. Dans la pratique, il y a ce qu'on appelle les dilatoires. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on a donné la parole au messieurs, on avait déjà clôturé l'instruction. C'est ça la précision. Une audience a des étapes. Il y a les étapes du réquisitoire. Il y a les étapes de l'identification. La première étape, c'est l'identification des prévenus. Et il y a le réquisitoire du ministère public. Et il y a l'instruction. Après l'instruction, il y a la plaidoirie. Lorsque déjà vous aviez terminé et l'instruction et la plaidoirie, on donne un mot de la fin au prévenu. Dites-nous quel est ton dernier souhait. Vous comprenez? Mais le monsieur avait tous les temps. Il avait tout le temps. Quand il voyait ses bourreaux, il dit, mais il avait tout le temps pendant l'instruction, pendant la plaidoirie, ces gens-là. Pour dénoncer. Ça risque d'être un scandale. Vous comprenez? C'est maintenant arrivé à la fin. On peut considérer ça comme un dilatoire. Mais je ne dis pas que c'est un dilatoire. Mais dans la procédure, qu'est-ce qui se passe? Les ministères publics notent. Vous comprenez? Il continue son instruction. C'est pour cela que je dis, la condamnation en flagrance de quelqu'un ne met pas fin ou ne met pas fin à la possibilité du magistrat à continuer à mener des enquêtes. Voilà. Il est libre. Cela veut dire qu'il peut aller en prison, ouvrir un RI en renseignement, aller et auditionner les messieurs, avoir toutes les informations et maintenant continuer les enquêtes pour aller maintenant arrêter d'autres personnes. Et c'est là, comme on dit, l'instruction est secrète, ça se fera en secret, voilà. Ça ne sera pas pendant l'audience publique. Alors rapidement, parce qu'on doit passer à notre thème principal, à notre sujet lié principalement à l'affaire Chérubin Okende, j'aimerais que vous donniez votre point de vue sur le déroulement, Madame Karine Bébé. Vous nous donnez votre point de vue sur ce qui se dit à travers la cité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces gens-là qui réfléchissent un peu comme M. Tout le monde, que vrai commanditaire dans le bazar Libanda? Quelqu'un a dit, mais kabakadae. Ce qui m'a kangi, minute, on a, j'ai même appris, c'est ma mère qui m'a dit ça. J'ai dit, maman, j'ai information dans la vie. Au lieu que kabakaba, baba paye $20 dans la prison. On a même émis un avis de recherche sur un auditeur militaire, un auditeur qui devrait être, qui serait recherché par les services. Semble qu'il aurait facilité la fuite d'un prévenu. Mais le problème, est-ce que c'est pas parce que ces gens-là, ils sont avec eux, avec ces différents responsables des services d'intelligence? C'est pas parce que ces gens sont avec eux qu'aujourd'hui tout le monde en parle à la cité et qu'on voit que ces gens, c'est sûr que des victimes. Parce que opération, Monsieur Bonheur, je vous dis vrai, je suis totalement d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord avec vous pour dire que oui, il y a des commanditaires, il y a des gens qui sont derrière eux. Mais vous savez, comme on dit, en droit positif, en fait, la justice n'est pas... On appelle le droit commun ici le droit imparfait. Cela veut dire que le droit n'est pas la perfection. Je me rappelle encore de la définition de mon feu professeur de droit public, le feu Greg
Baswe, qui nous disait toujours que le droit n'est pas la justice, le droit n'est pas la morale, le droit n'est pas la coutume, donc le droit n'est pas toutes les sciences que nous n'en pensons. Mais le droit, c'est l'ensemble de plusieurs notions de ces notions-là, hein, l'ensemble, excusez-moi la tautologie, l'ensemble de tout cela, et les humains se mettent ensemble pour créer quelque chose, comme on le dit, hein, un droit favorable au bien commun. Vous comprenez? Donc c'est ça en fait le droit. Ensemble de ces règles. Voilà. Donc ce qui dit que ça ne sera pas totalement la justice. Donc les juges ne peuvent trancher que sur base de ce que M. Bonheur voulut apporter comme fait. C'est que les témoins leur apportent comme fait et lui, en tant que juge, il analyse conformément à la loi et il sait dire la loi. Donc ce qui veut dire que pour l'instant, tant que ceux-là n'avaient pas dénoncé les autres bourreaux, ça aurait été difficile. Maintenant, il faut mener des enquêtes en dehors de ce dont on a la preuve, mener des enquêtes pour aller découvrir maintenant les autres bourreaux. C'est un peu ça. Merci beaucoup, maître Cédric Kabeya. Nous allons parler affaire Chérubin Okende. Nous l'avons dit tout à l'heure. Je préfère qu'avant que nous puissions vous revenir, suivre cet élément de reportage réalisé par nos amis de la rédaction française de CCTV, bien entendu. Nous allons suivre cet élément, le résumé de faits. Parce que Kinshasa s'est réveillé hier sous un choc. Chérubin Okende est décédé. On va suivre ce reportage et nous revenons juste après. C'est dans la matinée de ce jeudi 13 juillet que le corps sans vie de l'ancien ministre de Transport et porte-parole d'Ensemble pour la République a été retrouvé à l'intérieur de son véhicule de marque Lexus Sport immatriculé 8953 AF-19 sur le siège du conducteur, vêtu d'une chemise blanche couverte de sang. Ici, sur l'avenue Poilou, devant le garage de Kinshasa, en diagonale de la direction générale de la Société pétrolière du Congo. Visiblement, il a été criblé de balles. La désolation était totale, la tristesse était à son comble. C'est après le passage de la police scientifique que le corps sans vie de Chérubin Okende a été acheminé à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Et ça li passe, moi on a l'indala na maboko. Et ça li passe makasi. Mboka lokola mboka Congo. Ça dit batu bakomi banyama. Batu bakomi banyama. Papa mokonzi mboka, ta la sécurité. Sécurité za na mboka na oté. Avec regret que j'ai appris cette information le matin lorsque je venais du travail. Parce que moi je suis un agent de la SCTP. Lorsque je suis venu le matin, j'ai vu le corps vraiment pour... Moi, personnellement, je condamne le gouvernement. Je condamne. Quelle que soit notre tendance politique, le gouvernement est censé de nous protéger. Opposants au pouvoir, nous avons droit à la sécurité. Vraiment, cet acte, nous condamnons tous. Nous déplorons cela. Ce n'est pas bien. Il faut mais tant au bout, le rôle de la police, c'est pour garder l'individu avec ses biens. Mais où est la police? Où est le phare d'essai? Ça la tête message qui est directement et pas fatigué. Au Congolais, quand on va à l'ancien ministre Boy, est-ce que ça vient? Le député national Chérubin Okende a été assassiné, à en croire ses proches, après son enlèvement la veille par des hommes armés. C'est douloureux. Maître Cédric Kabeya, vous avez suivi ces reportages réalisés par nos amis de la rédaction française avec ces rendus de Gisèle Olivier-Toko. Nous allons revenir justement sur la réaction de Moïse Katumbi. Mais bien avant, j'aimerais que vous nous donniez votre point de vue sur la situation de façon globale, avant que nous puissions prendre la réaction du président de l'Assemblée pour le changement, Moïse Katumbi Chapoué, qui a quitté Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où il était hier. Il devrait participer à la réunion de la CAF. Il était obligé d'interrompre son séjour pour rentrer ici à Kinshasa.
où il est arrivé à 2 heures, selon cette information, pour assister la famille et pleurer. C'est vraiment triste. C'est très triste de voir une pareille situation se produire un homme d'État. Et c'est là que, comme je le disais, j'interpelle toujours les autorités et les services de sécurité de pouvoir vraiment tout faire pour pouvoir de ménager aucun effort afin de mettre hors d'état de nuire ce genre de personnes. Je veux que vous donnez votre point de vue sur les scénarios tels que nous l'avons suivi. Bien entendu, nous allons suivre la position de la Cour de cassation à travers les procureurs généraux après la Cour de cassation qui est intervenu hier pour clarifier l'opinion. Le problème, comment cela peut se faire selon vous si on voulait vous assimiler à un enquêteur? J'aimerais que vous donniez votre point de vue ici. Comment vous avez analysé le fait tel que cela a été présenté par Gisèle Etoko? Je vois que vous êtes sous émotion, mais j'aimerais que vous donniez votre point de vue globalement sur le fait tel que cela ont été présentés, et puis nous allons revenir pour suivre la réaction politique de Katumbi, parce qu'il a dit que selon lui c'est un assassinat politique. Vraiment, c'est un père de famille, c'est un père de famille, c'est un homme d'État, et je pense que sa mort devrait normalement nous indigner et non pas nous donner nous mettre d'abord dans nos casquettes politiques. Ça, c'est mon avis. C'est d'abord de s'incliner, de dénoncer, de s'incliner et de demander à ce que lumière soit faite et non pas passer à des accusations le plus rapidement possible. Mais est-ce que c'est un fait du hasard? On l'invite par la Cour constitutionnelle, le juge Sylvain Lemou, qui devrait avoir une séance de travail avec lui pour évaluer, faire une sorte d'inventeur de son patrimoine, étant donné qu'il venait de démissionner du gouvernement au mois de décembre à la suite de la position prise par Katumbi de claquer la porte à l'Union sacrée. Il a été loyal, il quitte la porte, il quitte le gouvernement congolais. Et le procureur, il a dit, nous allons l'attendre bientôt, il dit, il n'a pas été invité seul. Mais comme par hasard, on l'invite, il vient devant la cour, attendre son garde du corps qui s'est entretenu avec un des confrères de la place. Il dit, il était bel et bien au parking, et quand il sort, il n'est pas là. Le scénario se passe comme on l'a un peu suivi, et puis plus tard, la veille, on apprend qu'il a été, un peu comme nous l'avons vu, criblé de balles. Un scénario selon vous. Une analyse objective, bien entendu. Encore une fois, je me dis que c'est un père de famille, c'est une autorité, et sincère condoléances à sa famille. S'il faut analyser, au vu de tous les éléments, de tous les dires de gauche à droite, je pense qu'on doit faire très attention avant de prendre de position. Restons sur le fait d'abord. Je me rappelle, le professeur Sam Bokolombe a même tweeté pour dire, par rapport au droit pénal, c'est d'abord l'assemblage de faits. D'abord, là, c'est le plus grand élément. Au-delà de considération politique, c'est d'abord l'assemblage de faits. Parce que comme vous avez écrit, à qui profiterait le crime? À qui? À qui profiterait le crime? J'ai entendu beaucoup de versions. La version la plus plausible, c'est celle de monsieur... Pas la plus plausible, mais la version de son camp politique, dont on a revêtu de crimes politiques, et dont j'ai même été un peu estomaqué de lire, même le docteur Mukwege, j'ai lu un communiqué signé par lui de Bukavu, directement qualifiant... Autant que la voix des sans-voix, VSV, il y a la cage de Kapiamba. Non, mais qui ne qualifie pas. Mais on l'a plutôt assimilé au scénario chez BA. La voix de la VSV et si la VSP va dans ce sens-là,
connaissant la structure, je serais très étonné. Non, mais bien sûr, parce qu'ils ont connu les faits avec Chebea, ou quand on met M. Chérubin, l'honorable Chérubin Okende, dans une même situation, étant donné qu'on lui aurait enlevé, et selon la VSV, et qu'il aurait subi les mêmes sorts que Chebea hier. Que le scénario, il était tué quelque part et qu'on l'a déposé là pour essayer de tromper la vigilance de l'opinion. Voilà. J'aimerais maintenant donner mon point de vue. Mon point de vue. On apprend que selon ce qui est écrit, que c'est lorsqu'il répondait à une invitation de la Cour constitutionnelle qu'il avait été enlevé. Je commence par dire que c'est faux. C'est faux. L'événement se passe le mercredi 12. Et oui, le mercredi 12, oui. Nous sommes le 14 aujourd'hui. C'est le mercredi, oui. Mercredi 12. Le mercredi 12, l'invitation qui circule, signée par le juge Loumou, l'invite pour se présenter quand? Le jeudi. Le jeudi 13. Mais pourquoi dire que c'est suite à cette invitation-là qu'on l'a enlevé? L'invitation était pour le 13. Mais il devait répondre à la correspondance, confirmer sa présence. Selon... Non. J'ai suivi les faits. D'abord, il y a plusieurs versions. Il y a un audio qui circule, un monsieur qui dit qu'il y avait des mouras dans une Jeep blanche. J'espère que tout le monde a suivi cet audio-là. Bien entendu. Qui sont venus, il était dans la Jeep au parking, on l'a menacé, on l'a pris, on est parti avec lui. Cette version-là déjà me choque parce que je me dis, tout autour de la Cour constitutionnelle, avec tout cet engouement et ce monde qu'il y a, ces scénarios-là, sans vidéo, sans photo, je me pose la question. Parce qu'aujourd'hui, en un clin d'œil, un événement se passe, vous avez déjà les images sur les réseaux sociaux. Avec Salomon Escadé-là, au tarmac même, on a pu prendre, et à combien plus forte raison, dans un endroit comme l'esplanade là, le parking extérieur là, de la Cour constitutionnelle. Donc, cet élément-là, je mets entre parenthèses. Nous allons dans les faits, dans l'audio qui circule, la conversation entre M. Peter Tiani, votre confrère, et le garde du corps de l'honorable. Avant qu'on puisse découvrir le corps. Avant qu'on puisse découvrir le corps. Ça, c'était le mardi, parce que c'est le mercredi. Cette conversation-là a eu le mercredi. Moi, j'analyse. Je me dis, selon les informations que nous avions apprises auprès de la Cour constitutionnelle, il avait été invité le jeudi pour pouvoir se présenter à la Cour constitutionnelle. Ne pouvons pas le faire parvenir l'invitation, les juges étaient en contact avec lui. Ça, c'est ce que le procureur près la Cour de cassation a dit. On lui a transmis, il était en contact avec lui. Et en contact, il lui a dit qu'il y avait une invitation pour se présenter le 14. L'honorable a dit au juge, ne vous inquiétez pas. C'est ça ce que les gens ne disent pas. Dans plusieurs publications, on ne parle pas que l'honorable a envoyé une personne le même mercredi à 11h pour aller récupérer. Non. D'abord l'invitation. Pour d'abord aller récupérer l'invitation. Parce que après avoir parlé avec les juges lui a dit, il y a votre invitation, mais on ne sait pas vous la faire parvenir. Il a dit, j'envoie mon collaborateur, et le collaborateur est venu à 11h à récupérer l'invitation. Après avoir récupéré l'invitation à 11h, le monsieur est parti. Vous comprenez? Le monsieur est parti.
Le monsieur est parti à 16h02. Selon les registres de la Cour constitutionnelle, un monsieur est venu déposer maintenant une correspondance En réponse autrement. du ministre en réponse de celle qu'on avait retirée à 11h, sollicitant les reports, non pas pour du rendez-vous, qu'il ne soit pas le jeudi, mais qu'on puisse le faire le vendredi 14. Donc aujourd'hui. Chose qui avait été faite. Mais curieusement, nous avons 2 heures. Nous avons l'heure de 11h, nous avons l'heure de 16h. Mais curieusement, les gens ne se posent pas la question de savoir comment est-ce que la correspondance a été déposée à 16h. Donc on suppose que l'honorable, selon l'audio du garde du corps, était à la Cour constitutionnelle à 16h. Il était là à 16h. Donc entre 15h, parce qu'il a dit qu'il a fait 10 minutes. Donc s'il a déposé à 16h02, donc c'était entre 15h50 et 16h juste. Que l'honorable s'est trouvé aux alentours De la Cour constitutionnelle. de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est l'analyse en suivant les dires de son garde du corps, qui conversait avec M. Peter Tchani. Donc, on considère que, comme il a dit, ça qui coûte 10 minutes T. Donc, c'était entre 15h50 et 16h02. Nous prenons acte. Dépassons cela. Nous voyons que l'alerte sur son prétendu enlèvement avait déjà été lancée entre 14h30 et 15h30. Avant le dépôt. Avant même le dépôt de la correspondance en réponse. Or, si à 14h30 il y avait déjà alerte de son prétendu enlèvement et que le dépôt se faisait à 15h, entre 15h50 et 16h juste, il était encore à la Cour constitutionnelle, c'est qu'il y a un problème. Alors on va suivre. C'est comme cela que je dis aux gens de pouvoir se retenir parce que, en suivant les allégations des uns et des autres, il y a vraiment des hypothèses plausibles à mettre sur la table. Alors, est-ce qu'il ne faut pas dire aujourd'hui, étant donné sa position, il s'est retiré des lignes sacrées, paradoxalement, c'est-à-dire consécutivement à la position de son leader politique Moïse Katumbi, il a démissionné du gouvernement, porte-parole du parti aussi influent comme Assemblée pour le changement. Vous savez sa position aussi vis-à-vis du régime. Est-ce que c'est pas une manière aussi d'étouffer l'opposition aujourd'hui? Katumbi estime pour lui qu'il s'agit d'un assassinat politique. On va suivre cet élément et nous revenons juste après. Parce qu'on doit finir déjà. Très triste. C'est un assassinat politique pour Chéribin qui était la voix du parti. Nous allons faire une enquête indépendante pour savoir la vérité. On ne fait plus confiance à nos institutions. Oui, j'interromps, je rentre. Chéribin est un frère, un homme honnête, un homme très pacifique, un père de famille. Je suis obligé de rentrer, mais ce qu'ils ont fait à Chéribin ne restera pas impuni. Ce qu'ils ont fait à Chéribin ne restera pas impuni. Vous l'avez suivi, hein? Moïse Katumbi, il compte entreprendre des démarches pour qu'il y ait une enquête véritablement indépendante. Il compte pas, il ne croit pas à la justice congolaise. Il ne croit pas à la police autrement. En tant qu'homme d'État, je suis sidéré de l'entendre parler ainsi. Est-ce qu'il a tort? Parce que vous savez que la plupart des enquêtes, avec l'affaire Juge Yanyi et tous ces gens que vous connaissez mieux que moi, peut-être, on n'a jamais eu la vérité. Chez Béa, jusqu'aujourd'hui, le procès est en cours. Si on dit que nous allons, prenons l'hypothèse comme il le dit, nous allons faire une enquête. Nous là, c'est qui? Internationale. Nous là, c'est qui? Il va solliciter une enquête internationale. Qui va venir sans les autorités du pays. Ils vont coopérer, bien entendu. Merci beaucoup.
Mais les autorités ont répondu. Mais est-ce qu'il a tort de ne pas croire à la justice congolaise? Regardez ce que vous avez déploré vous-même. S'il vous plaît. Il y a aussi cette absence de matériel. S'il vous plaît. La police scientifique et technique n'est peut-être pas aussi suffisamment équipée. S'il vous plaît. Vous aviez dit qu'il a dit que nous allons. Cela veut dire, quand je dis sans les autorités, vous avez dit non, ils vont venir et coopérer, n'est-ce pas? Mais nous avons suivi le ministre Mouyaya à la sortie de la réunion avec le Premier ministre. Ils ont dit que ça serait une enquête pluridisciplinaire. Et même avec des membres des organismes indépendants. Et donc même j'invite nos frères de la VSV, donc qui devrait être une structure qui se réserverait de faire ce genre de qualification. Ils auraient dû solliciter, faire partir de cette enquête pour que la lumière soit. Moi, je me dis, il y a réellement eu des failles sur le plan sécuritaire. Nous les vivons tous. Vous comprenez? S'il n'y a pas l'aboutissement des enquêtes pour la Mais une chose est vraie que nous sommes là aujourd'hui, nous ramenons la situation sur la table et que le gouvernement n'est pas contre une enquête internationale. Et nous sommes fiers, moi personnellement, je suis fier d'entendre que le gouvernement, du coup, puisse ouvrir directement. Ouvrir ses champs. D'accord, on va finir l'émission. Le vérisateur me fait pression. Déjà, on doit finir. On va finir avec cet élément du procureur général près la Cour de cassation. Le point de vue officiel de la Cour, parce que c'est elle qui est mise en cause. Suivons cet élément. Pourquoi le juge dans sa société grave? Dans le cadre de l'exécution des attributions d'un juge constitutionnel ou de la Cour constitutionnelle, il est entre autres donné à la Cour constitutionnelle de recevoir les déclarations de patrimoine familial, entre autres de tous les membres du gouvernement, à l'entrée comme à la sortie. Et ça, vous de la presse, vous devriez le savoir, parce que vous revenez sous l'invitation, mais vous devriez savoir que c'est dans ce cadre-là. Ce n'est pas la première fois que ça se fait. Et le règlement intérieur de la Cour, en son article 93, donne au juge rapporteur, si les éléments ne sont pas complets, d'inviter. On n'invite pas l'administration parce que nous sommes en matière de déclaration de patrimoine. C'est individuel et c'est secret, confidentiel. Et il a accusé réception en mettant son nom et son numéro de téléphone. Normal. Il repart à 16 heures. Le même qui a pris l'invitation. Ce n'était pas pour des réunions, il n'y a aucune erreur. C'est juste pour qu'il vienne donner. On lui informe les éléments qui manquent et il ne supplée. On peut l'affirmer. Mais si nous nous en tenons à ce qui est officiel, lui-même a écrit qu'il ne pouvait pas venir le jeudi, mais qu'il viendra le vendredi. C'est mieux que chaque personne qui a des éléments qui peut aider à ce que nous puissions arriver à savoir comment cela s'est fait. Parce que quelqu'un qui a été recherché pendant tout ce temps-là, mais les éléments dont le procureur général vient de parler, la voiture retrouvée le matin vers 6 heures, les moteurs est en marche, clim allumé, si, la clim est encore allumée, il avait encore sa ceinture de sécurité et le volant, mais avec une balle. Voilà. C'était plutôt le président de la Cour constitutionnelle, le procureur général. Je pense qu'on va le suivre lors de nos prochaines émissions. Mais vous avez suivi là les présidents de la Cour constitutionnelle qui est intervenu pour donner la position officielle de la Cour. Je pense qu'on a été quand même chercher la bonne source, maître Cédric. Vous l'avez suivi. Bon, le problème c'est autour de cette position, la correspondance, comme vous l'avez dit. Okende a écrit pour la Cour, elle est supposée ignorer la présence d'Okende dans le paramètre parce qu'il a déclaré avoir été empêché. Il a déclaré avoir été empêché et que c'est subitement que l'on voit une personne revenir à plusieurs reprises dire que M. Okende est aujourd'hui la personne qui est revenue pour dire même qu'on a tracé les véhicules par GPS, cette personne-là est là, est en train d'être auditionnée. Donc, laissons la justice faire son travail
laissons les éléments aller de l'avant. Tout celui qui a des éléments pouvant aider la justice, apporter. Et ça sera un élément de plus. Au lieu de spéculer, d'aller à gauche et à droite. En posant la question à Lingala, en un mot, c'est fini. Est-ce qu'il faut tout le balelo que l'obiso qui Kabila, Moutabomi, Abomi aussi Mukendi, Abomi Thérèse Kapanga, Abomi Floribert Chébé et tous ces gens que vous connaissez, c'est fini. Est-ce qu'il faut tout le balelo que Moutabomi, Floribert, Chéribin, Okende, Zat Sekedi? Nalingala utali caméra de communication. Bon, eza batozo tunanga babi neko bonne tunae. Ce que Zat Sekedi, ce régime, ce gouvernement, tokoyeba la police, ce itoye. Tokoyeba yango, za l'état congolais. Tokoyeba yango na lolenge nini bakokambela makambo. Parce que biso na bino toyebi lolenge oyo bambato oyo ozotanga wana babomba batu ba empêcha batu bayeba alors que batu bayeba ki nani aboma ki nani asala ki nini. Le fait ya gouvernement ya kala oyo sala ki ke babomba batu nde randaki bango complice. Yangwana tolobi lelo oyo pe lolenge oyo bakokambela makambo yango gouvernement kokambela makambo yango nde kotalisa biso mutu baza ba complice to bazali. Voilà, merci infiniment à vous tous d'avoir suivi. Vous étiez très nombreux. Suivez ce programme CTV Ralik officiel, votre chaîne YouTube. La rediffusion c'est désormais si c'est CTV à 20h juste. Votre chaîne de référence. La radio Liberté Kinshasa c'est à 21h30 en rediffusion. À 16h juste, ça sera les directs les samedis. Karine Bébé était au four au moulin. C'est elle-même qui a contrôlé toutes les caméras du plateau. Toutes les caméras. Il y en a à peu près 100 ici. Merci à vous, Cédric Kabea, d'avoir été les nôtres. Maître, nous vous retrouvons prochainement avec plaisir. Alors nous souhaitons bon rétablissement à Maître Roger Iponga. Il est malade. Il m'a dit ce matin, il aurait dû être avec nous. Avec plaisir d'être là avec lui prochainement. Alors, Tokuta Nimbale Asima.